Salut! Vous en avez sûrement entendu parler, l'Assemblée nationale et le Sénat sont actuellement en train de réfléchir à la possibilité de faire rentrer l'IVG dans la Constitution française. Par conséquent, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire le point sur le sujet de l'avortement en France. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est déjà très important de se remettre dans le contexte géographique, historique et culturel actuel de la France, de manière à éviter de tergiverser et de perdre du temps sur des argumentations qui, au final, n'apportent pas grand-chose. Géographiquement parlant, la France n'est pas un pays sous-développé, donc nous ne sommes pas confrontés à la pauvreté extrême que certains pays du monde malheureusement peuvent connaître. Et petit aparté personnel, habitant à présent aux États-Unis depuis quelques années, je peux confirmer que le système de santé français me manque pas mal. Historiquement ensuite, nous ne sommes plus au siècle dernier lorsque une bonne partie des césariennes pouvaient être fatales pour la mère, lorsque on n'avait pas encore découvert les antibiotiques pour soigner les infections diverses et variées et où justement les maladies infectieuses étaient le fléau le plus absolu. Culturellement aussi, les choses ont bien évolué, les moyens de contraception sont à présent largement disponibles et accessibles. La pilule par ailleurs est gratuite jusqu'à 25 ans et ce depuis 2022. Bien sûr, ça ne veut pas dire que la contraception fonctionne toujours. Attention, je tiens à le rappeler qu'il n'y a actuellement aucune méthode de contraception qui est fiable à 100%. Cependant, il y a plusieurs méthodes disponibles et largement accessibles et il est tout à fait possible de les combiner, les utiliser ensemble de manière à en accroître leur efficacité. Maintenant, quand on parle d'IVG, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Alors, petit rappel des IVT, la fécondation, c'est le moment où l'ovocyte et le spermatozoïde se rencontrent. Ces deux entités cessent d'exister et à leur place, on a la création d'un nouvel être au stade de développement le plus initial. Alors, comment décrire ce nouvel être? Donc, premièrement, on observe qu'il s'agit d'un être humain puisqu'il est issu de deux parents humain. Il est également unique puisqu'il a son propre ADN, un ADN qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera jamais plus une deuxième fois, même si les parents décident d'avoir d'autres enfants par la suite. Et enfin, c'est également un être qui est vivant puisqu'il se développe, il grandit. Une fois que ce nouvel être est bien implanté dans la cavité utérine, ce qui se produit en général environ 6 jours après la fécondation, il commence à produire une hormone qui signale sa présence au corps de la mère, qui va par conséquent mettre en place tout un système complexe et compliqué de manière à protéger ce nouvel être et l'aider à grandir. D'ailleurs, les scientifiques considèrent la relation entre la mère et l'enfant comme étant symbiotique puisque l'enfant échange des cellules souches avec le corps de la mère qui peut ensuite les utiliser pour aider à réparer certains de ses organes à elle s'il y en a besoin. Les 8 premières semaines de grossesse correspondent au stade de l'embryon lors duquel le développement est vraiment effréné et intensif. Le cœur du bébé par exemple commence à battre dès 21 jours suivant la fécondation, même si à l'heure actuelle on ne peut pas encore l'observer ni l'entendre à travers l'échographie à ce moment-là. Malgré tout, lorsqu'on étudie l'histoire de l'échographie, on se rend compte d'à quel point cette technologie a progressé, ne serait-ce que ces dernières décennies, donc qui sait ce qui serait possible de faire dans le futur. Alors à 8 semaines, on est encore au premier trimestre de la grossesse et à la fin de cette période, donc à la fin de la 8e semaine, tous les organes du bébé sont déjà présents, même s'ils ne sont pas encore tous complètement développés. Ce qui en soi n'est pas franchement surprenant puisque quand on y réfléchit, même les nouveau-nés n'ont pas encore achevé leur développement complet. C'est pour cela que par exemple ils ont ce qu'on appelle les fontanelles qui donnent cette drôle d'impression qu'ils ont une tête un petit peu molle. Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble le bébé à la 8e semaine de grossesse. Donc les doigts sont déjà formés, les paupières sont déjà présentes, etc.
C'est une illustration qui provient du manuel d'embryologie que j'ai à ma disposition, mais vous pouvez également la retrouver très facilement sur internet en recherchant les stades de développement Carnegie. Maintenant parlons des deux méthodes d'IVG disponibles en France et de ce en quoi elles consistent. Alors premièrement, il y a ce qu'on appelle l'IVG médicamenteuse qui est accessible jusqu'à la 7e semaine de grossesse ou 9 semaines d'aménorrhée, ce qui veut dire 9 semaines après les dernières règles. Alors cette méthode médicamenteuse consiste en la prise de deux types de cachets, un premier comprimé, le mifepristone, suivi par en général 4 comprimés de misoprostol, aussi appelé Cytotec. Le premier comprimé, le mifepristone, permet d'interrompre la grossesse en bloquant l'hormone progestérone, qui est justement l'hormone qui permet de maintenir la grossesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement que de maintenir la grossesse? Ça veut dire que c'est ce qui permet au bébé de rester attaché à l'endomètre de l'utérus et de recevoir l'oxygène et les nutriments nécessaires à sa survie. En bloquant la progestérone, on coupe ainsi l'accès à l'oxygène et aux nutriments, ce qui fait que le bébé décède et commence à se détacher de la paroi utérine. Mais ce n'est pas fini puisqu'ensuite vient le Cytotec, qui est donc ce deuxième comprimé qui permet d'enclencher des contractions utérines assez similaires à ce qui se produit lors d'un accouchement, dans le but d'expulser le bébé qui normalement est déjà décédé. Bien évidemment, ces contractions sont en général très douloureuses et s'accompagnent de saignements abondants. Il faut savoir que la méthode médicamenteuse d'IVG n'est pas toujours à 100% efficace, ce qui fait qu'il y a des femmes qui ont des complications telles qu'une hémorragie ou une infection, puisqu'il y a littéralement des morceaux d'embryon et de placenta qui se retrouvent coincés dans l'utérus, et à ce moment-là, il faut passer par une IVG chirurgicale afin d'évacuer complètement l'utérus. Donc l'IVG chirurgicale, aussi appelée IVG instrumentale, est autorisée jusqu'à la 14e semaine de grossesse, c'est-à-dire 16 semaines après les dernières règles. Elle consiste à aller directement dans l'utérus avec une canule de manière à aspirer le fœtus et le placenta. Et elle se pratique sous anesthésie locale ou générale selon la préférence de la femme enceinte. Une fois l'IVG complétée, qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale, il y a une baisse drastique et souvent immédiate des hormones de grossesse, ce qui peut avoir plusieurs conséquences sur la mère. En effet, les hormones de grossesse sont extrêmement puissantes et il y a des femmes qui avouent que lorsqu'elles sont enceintes, elles ont l'impression de littéralement perdre la tête, de ne plus se reconnaître, et si elles sont dans une situation difficile, leurs émotions sont décuplées et elles paniquent d'autant plus. Une fois ces hormones de grossesse évacuées, il n'est donc pas surprenant que beaucoup de ces femmes se sentent initialement très soulagées. Chez d'autres femmes par contre, cette baisse drastique d'hormones de grossesse peut causer des symptômes similaires à la dépression postpartum qui peut également affecter ces mêmes femmes qui au départ se sentaient soulagées. Donc voilà, j'espère que ce point sur l'IVG à l'heure des délibérations de l'Assemblée nationale et du Sénat vous aura été utile et vous aura fourni quelques pistes de réflexion.